Franchement, ça commence à être assez ennuyeux de devoir autant parler en bien chaque semaine de cette série. Pas du tout, on adore. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. X-Men 97, épisode 7, je mets les pieds dans le plat d'entrée de jeu, j'ai pas de temps à perdre, mais je pense que c'est mon deuxième épisode préféré en tout point de la série. Pour l'instant, le premier étant évidemment, comme beaucoup je pense, eh bien l'épisode 5, sorti il y a 2 semaines, avec tout ce qui s'est passé, notamment à la fin, ceci, cela, je vais pas y revenir, c'était un épisode absolument fou, il n'y a même pas de mots bien précis pour qualifier à quel point cet épisode était immensément grand, si je peux dire ça comme ça. Avec cet épisode 7, on est en quelque sorte sur la suite directe par rapport aux événements de l'épisode 5, le génocide sur Genosha, la mort de beaucoup, je sais pas combien, mais de mutants sur l'île, mais également, voilà, la mort potentielle, attention spoiler, qu'il ne l'est pas évidemment, de Magneto, mais aussi la mort, là, véritable de Gambit, etc. On est sur la suite de tout ça, avec d'entrée de jeu, et ça c'est une scène qui m'a marqué, je sais pas pourquoi, je saurais pas vraiment expliquer en détail, mais l'enterrement de Gambit, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé cette scène tristement belle, triste, en fait tout court, hein, pas juste tristement belle, puisque bah, déjà c'est l'enterrement de Rémi Lebeau, le Gambit, qui était absolument incroyable dans l'épisode 5, notamment à la fin, la classe absolue et qui se sacrifie en quelque sorte. Je trouvais cette scène, je sais pas, il y avait une magie qui s'en dégageait, une magie particulière. C'est assez rare de voir une scène d'obsèque, une scène d'enterrement concernant eh bien, les super-héros. Ça pose tout de suite les enjeux sur quelque chose de plus simple, naturel et normal, si je peux dire ça comme ça, même aux côtés des mutants, même aux côtés des X-Men, etc. Et j'ai beaucoup aimé cette scène justement par rapport à la triste poésie qu'elle dégageait, le discours de Diablo, finalement aussi le fait que, eh bien, dans cette scène, on fasse un petit peu allusion à l'origine story, en quelque sorte, de Gambit, hein, de Rémi Lebeau, à son passé, par rapport, eh bien, aux voleurs, aux assassins, on a même des personnages hein, de son passé qui sont présents. Et cette scène, c'est typiquement ce dont pourquoi la série, pour l'instant, est absolument pour moi quasi parfaite, elle n'est pas encore finie, mais ça se dessine petit à petit, en tout cas pour moi. Dramatique, c'est intense, fort, on y croit, on développe les personnages d'une façon vraiment naturelle, simpliste, humaine, alors qu'on parle de mutants, on va dire, et c'est ça qui est fort, et on y croit en fait, c'est palpable, que ce soit sur les développements de personnages, et on va dire à une échelle plus grande par rapport évidemment à la cause des mutants, liés aux humains, etc. Surtout après ce qui s'est passé sur Genosha, on voit tout le poids que cela représente sur les épaules de Scott Summers, évidemment, qui, eh bien, lui prend évidemment tout ça très à cœur en tant que mutant déjà, mais aussi en tant que chef d'équipe des X-Men, qui croyait en quelque sorte et qui essaye de poursuivre, eh bien, le rêve de Charles Xavier, mais un rêve qui commence à être de plus en plus réalisable, hein, tout simplement, et c'est justement une idée qui est développée, encore une fois, dans cet épisode aussi, par le fauve grand ami de Charles Xavier, qui se met même lui à se poser des questions, à se demander si son ami avait réellement eh bien, les idées en place sur son rêve. Est-ce que c'est réellement atteignable ou est-ce que c'est tout simplement impossible entre les mutants et les humains? J'ai adoré justement toute cette partie où eh bien, les X-Men étaient de retour sur Genosha pour essayer d'aider les survivants, essayer de sauver le maximum de personnes, mais en fait, c'était un espèce de mélange qui était fort entre, justement, de par eh bien, les séquences entre Scott, Jean, etc. Eh bien, une espèce de mélange entre le développement de personnages, on va dire, à l'échelle plus globale concernant les mutants, ceci, cela, mais aussi le développement intimiste et personnel de Scott, qui est pas forcément dans la meilleure de ses périodes, qui a perdu son enfant, qui est aux côtés d'une Jean Grey qu'il ne connaît pas, enfin c'est assez particulier, et le mélange est absolument parfait. J'ai aussi beaucoup aimé toute la petite séquence narrative entre Jubilé et Ricardo Dacosta et Sunspot, qui là, eh bien, développé le côté identité personnelle dans la vie de tous les jours, et on va dire de façon beaucoup plus humaine et simpliste, on va dire d'un mutant par rapport à son entourage, etc. Des choses assez méta en termes d'identité, d'acceptation de soi, etc., même auprès des autres. C'est ça les mutants, c'est ça les X-Men, et c'est encore une fois très bien montré, très bien écrit, développé de façon dramatique, si je peux dire ça comme ça, mais aussi sérieuse. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas beaucoup d'action dans cette série, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais même si, bon, pour le coup, dans cet épisode, on a quand même 2 grosses séquences d'action, notamment une au tout début avec Malicia qui n'est plus là pour blaguer et elle est vraiment pas là pour rigoler. Elle arrive, elle dézingue la base dans le désert qui était
à l'effigie à la base de Hulk, hein, c'est même Ross justement, un caméo de Ross qui le dit dans cet épisode. Pas mal de petites références à l'univers Marvel dans cet épisode. On a eu le Général Ross, on a eu aussi Captain America, Steve Rogers, que Malicia rencontre également puisqu'elle est à la recherche de Bolivar Trask et en quelque sorte du fameux assassin, je me rappelle plus de son nom, de Charles Xavier entre guillemets, enfin assassin de Charles Xavier puisque Charles Xavier n'est pas mort, on l'a vu la semaine dernière, mais Guy je crois qu'il s'appelle. Tout ça va la mener à Charles Xavier, tout ça va la mener pardon, à Ross, ensuite à Steve Rogers, stylé le caméo de Steve, hein, qui ne prend pas forcément position. J'avoue que j'ai trouvé l'idée intéressante par rapport à Captain America de ne pas forcément imposer un certain point de vue, soit du côté des mutants et du côté des X-Men, soit du côté des humains. Voilà, il y a un petit peu le cul entre deux chaises, hein, notre cher Steve Rogers. C'est assez particulier comme truc, c'est complexe, on va pas se mentir. Mais voilà, elle est pas là non plus pour rigoler, elle a balancé le bouclier de Captain, je sais pas où, mais en tout cas, je pense que ça a dû lui mettre bien le seum. Elle est pas là pour rigoler. Malicia, je l'aime. Rogue, c'est voilà, c'est la femme parfaite, hein, j'ai envie de dire. Elle avait choisi son homme, elle avait choisi Rémi Lebeau, et elle a perdu juste après, sans même que Rémi Lebeau, sache qu'elle l'avait choisi, en fait. C'est ça qui est méga triste. En plus, bah, il est bel et bien mort, il n'y a plus de doute possible. Donc c'est énorme. Malicia, que dire, en plus, par la suite, elle va au Mexique, il y a toute une séquence que j'ai trouvé plutôt jolie, plutôt assez mélancolique, où elle est reconfortée par Diablo, et ensuite par toute l'équipe des X-Men, où on montre justement la famille que représente cette équipe. C'est fort, franchement, c'est très fort, j'adore, j'ai beaucoup aimé cet épisode. En plus, il y avait un aspect musical qui n'était pas forcément présent dans le reste de la série. Il y avait, évidemment, depuis le début de la série, il y a une sonorité musicale qui est forte, qui est présente, mais là je trouve que dans cet épisode c'était plus prononcé, je sais pas, ça m'a plus marqué, un délire même presque cinématographique, orchestral qui fonctionnait plutôt pas mal. J'ai adoré, que voulez-vous, que dire de plus? Toutes les parties sur Genosha, je l'ai déjà dit, le développement humain, mutant, par rapport au monde, sur le futur, l'extinction, la race, supérieure, ceci, cela, mais aussi le développement détaillé des personnages, Scott, Jean Grey, évidemment Malicia, le fait que le fauve se pose des questions sur le rêve trop idéaliste de son ami Charles Xavier quant à la cohabitation entre mutants et humains, c'est fort. Pour finir sur une scène d'action quasiment à la fin, stylée de ouf à Madripoor face à Bolivar Trask qui était finalement devenu une espèce de Sentinel Prime, sans doute modifié génétiquement par Mister Sinister, hein, sans doute. Et là, il y a une scène d'action pareille, magnifique, c'est la deuxième grosse scène d'action de l'épisode, où on a finalement l'équipe des X-Men qui essaie d'arrêter tant bien que mal Sentinel Prime. T'as Morph qui prend la forme de Quicksilver, ça c'était méga stylé. Ensuite t'as Wolverine qui attaque, puis le Fauve, une scène méga impressionnante et charismatique de ouf, iconique de ouf, avec Jean Grey qui montre que Jean, c'est pas n'importe qui, encore une fois, c'est une énorme télépathe et surtout un énorme personnage qui a des capacités folles, télékinésiques, télépathiques. Elle est absolument magistrale, mais ils se sont tous cassés la gueule, même Cyclope, etc. Jusqu'à l'arrivée de Cable, qui, on va dire, abrège très vite fait les choses, parce que là, les choses sérieuses vont véritablement commencer. Il abrège les retrouvailles entre lui et évidemment son père, hein, Scott Summers, parce que là, ben, je pense que ça va pas blaguer, et je pense très sincèrement que là, il reste 3 épisodes de la série. Eh bien, on va rentrer dans le Money Time, ça y est, on va rentrer dans la phase finale, je pense, de la série. C'est pas je pense, c'est même sûr, c'est évident. J'ai hâte, franchement, j'ai hâte de voir comment les choses vont se construire, j'ai hâte comment les choses vont être rattrapées. Est-ce le retour de Charles Xavier, le retour aussi de Tornade? Je m'attendais à revoir Tornade directement dans cet épisode suite à ce qu'on avait vu justement la semaine dernière. Ça n'a pas été le cas. Bon, j'ai hâte de voir comment les choses vont se mettre en œuvre et les retrouvailles qui vont justement sauter aux yeux, je pense, par rapport à nos personnages, mais aussi par rapport à Charles Xavier, j'ai déjà dit. Et avec ce teasing à la fin, qui a l'air assez intéressant, qui nous montre justement, je vais y arriver, que Magneto est toujours en vie, et qu'il a été capturé par un certain mystérieux personnage qui a l'air d'être même carrément au-dessus de Mister Sinister. On pensait que Mister Sinister était le gros big boss final, on va dire, de la série depuis le départ. Finalement, non, il y a l'air d'avoir quelqu'un au-dessus. Je sais pas qui c'est, j'ai pas forcément trop... J'ai quelques idées, mais
rien de sûr pour l'instant, mais en tout cas, il est assez mystérieux et intriguant, l'Enfoiré. En tout cas, c'est tout pour moi par rapport à cet épisode 7. Je pense que je vais m'arrêter là, hein. J'ai quasiment tout dit. Ça a été un grand épisode pour moi. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, hein, de votre côté. Est-ce que pour vous, vous avez grandement apprécié cet épisode 7 comme moi ou pas du tout? Ça peut être aussi un point de vue, évidemment. N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires, à me dire, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vais y arriver, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.